Il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. Mais c'est simple, on ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En 3 mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 €. Je vous demande de toute urgence la date fatidique, je ne vous cache rien, et le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et, permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 €, soit 480 personnes versant 100 €, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66%. Nous devons réussir et ils doivent échouer, alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant. Bienvenue à tous dans notre Zoom du jour. Un roman aujourd'hui signé Frédéric Rouvillois et même un premier roman. Frédéric Rouvillois, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes agrégé de droit public à l'Université de Paris et donc c'est votre premier roman, Les Fidèles. On ne va pas déflorer l'histoire comme d'habitude. Frédéric Rouvillois, je résume rapidement ce récit. Le comte de Saint-Fiacre, 80 ans, propriétaire du château d'une vieille famille, se retrouve poussé par ses enfants à vendre son bien, in fine, ses enfants préférant le nomadisme et la vie qui va avec, un nomadisme notamment inculqué dans ces écoles de commerce françaises et même partout dans le monde que vous évoquez dans cet ouvrage. Vous évoquez notamment HEC. On pourrait dire la première d'entre elles. L'un des fils du vieux comte préfère les affaires à la carrière militaire de son grand-père, enfin de son père et de ses ancêtres avant lui, un phénomène bien réel de nos jours. Comment vous expliquez, Frédéric Rouvillois, ce changement des mentalités d'une génération à une autre qui est un peu une première? Tout d'abord, c'est un roman et ça n'est pas de la sociologie. Et par ailleurs, je suis professeur de droit et romancier. Oui, mais vous voyez les choses quand même. Oui, je vois les choses quand même. Mais voilà. D'autres personnes m'ont posé la question, notamment Alain Correct, sur cette question de la génération. Est-ce qu'il y a des effets de génération ? Est-ce qu'il y a les fameux boomers contre les millennials ou contre les etc., les zoomers actuels? Moi, j'y crois pas trop, si vous voulez, à cette question de génération. Ça me paraît quand même très restrictif et très un peu glaçant, si vous voulez, un petit peu atroce, de penser que les gens sont finalement déterminés par le fait d'être nés à tel moment ou à tel autre. Alors, je trouve ça finalement un petit peu aussi stupide que l'horoscope, si vous voulez. C'est pas parce qu'on est né à telle heure, à tel jour, à telle heure, à tel endroit, que forcément on va avoir des conséquences considérables sur son comportement, sa façon de voir les choses. Qu'est-ce qui explique cette attitude alors? Ce qui explique cette attitude, c'est effectivement, justement ce que j'ai voulu montrer dans ce roman, notamment, c'est
certes, l'opposition entre une génération, donc on va dire les 40-50 ans à l'heure actuelle, le roman se situe autour de 2007-2010, chronologiquement, contre la tradition qu'incarne ce vieux conte de Saint-Fiacre. Mais ensuite, le fait que la génération d'après, elle, se situe plutôt du côté du conte, c'est-à-dire du côté de la fidélité à la tradition. Elle revient finalement à cette tradition, elle est du côté du grand-père contre les parents. Et ça, c'est un phénomène qui est au fond un phénomène relativement classique dans l'histoire. Le fait que, voilà, on a une génération, la génération suivante s'oppose à celle-ci, et la génération d'après s'oppose à celle de ses parents, et revient au grand-père. On a notamment au début du XXe siècle toute une série d'auteurs qui justement expliquent que voilà, ils s'opposent à leur père au nom de leur grand-père, de leurs aïeux, de leur tradition familiale. Donc, ça n'a rien à voir avec le changement de mentalité des années 70-80. Si, ça a évidemment un rapport, notamment avec mai 68, évidemment, qui va être de ce point de vue-là, une espèce de bouleversement complet pour beaucoup de gens, mais notamment... la French Theory. Par exemple, dans l'Église, vous savez, il y a un nombre absolument invraisemblable de prêtres ou de religieux qui ont quitté l'Église à ce moment-là. Et il y a de nombreuses familles, y compris des vieilles familles bourgeoises ou aristocratiques, qui se sont retrouvées effectivement avec finalement une partie des enfants, voire la totalité, qui se révoltaient contre les traditions et qui, comme c'est le cas dans mon roman, finalement déclaraient absolument sans vergogne que ce qui les intéressait, c'était le fric. C'était l'argent, c'est être très riche, et non plus, finalement, s'embêter dans un vieux château avec avec un grand parc, un grand bois, etc. Mais voilà, être finalement dans la modernité. Ces Français, Frédéric Rouvillois, de 14-18, de 39-45, et puis même de la guerre d'Algérie qu'on peut suivre dans votre ouvrage, ces Français, vous le dites, avaient la certitude que ce pourquoi ils se battaient en valait la peine. Est-ce que vous pensez que, quelque part, c'est aussi cette absence de guerre sur le territoire français depuis plusieurs décennies qui a aussi favorisé l'émergence de cette mentalité nouvelle ? Alors, je reprends un tout petit peu mon propos. Dans mon roman, il y a deux éléments. Il y a d'une part, on suit cette famille en 2007, ouais, voilà. sur une journée. En fait, sur une journée du matin du samedi jusqu'au matin du dimanche. Voilà. Ce récit s'entrecoupe finalement d'une vision plus longue de l'histoire de France, avec toute la vie depuis son enfance jusqu'à la fin du vieux comte. Et le vieux comte, justement, voilà, il est complètement baigné, plongé dans cette histoire. Il est d'une famille aristocratique qui a rejoint la résistance, et son frère aîné, Joseph, va d'ailleurs être pris par la milice et finalement assassiné. Son père est un ancien camelot du roi qui a connu De Gaulle, et lui, après la mort de son frère, va décider d'entrer dans l'armée, il va devenir officier et il va connaître donc les guerres coloniales. Et le terme que la phrase que vous avez eu la gentillesse de citer, le fait que autrefois on y croyait, c'est lui qui l'a, en évoquant finalement les gens de la guerre de 40 et les gens de la guerre de 14, en expliquant que au fond, pendant cette guerre d'Algérie, que lui va être amené dans lequel il va être amené à intervenir et dans lequel il sera très gravement blessé, finalement les gens n'y croient plus. Ils n'y croient plus parce que au fond les soldats, même si... En fait, c'est pas qu'ils y croient plus, c'est qu'ils ont plus d'idéaux. Leur père et grand-père avaient un idéal pour lequel ils pouvaient mourir. Aujourd'hui, mourir pour le fric, c'est le nouvel idéal. Ça c'est sûr. Non, mais je parle des années 60, de la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, effectivement, ils n'y croient plus parce qu'ils savent très bien que finalement les choses sont perdues d'avance et que les promesses qu'on leur fait tenir, ce sont des promesses en l'air. Alors évidemment, la génération d'après, celle des années 60, effectivement, elle y croit plus parce que il y a cette omniprésence de l'argent, de la société de consommation, du matérialisme qui a
pris le dessus, au moins en apparence, même si j'essaie de montrer quand même que ça n'est pas aussi évident que ça, et que dans cette génération, donc il y a 5 frères et sœurs, il y en a qui sont plus ou moins effectivement perdus pour la cause, si j'ose dire, alors que d'autres le sont moins. Il y a notamment une femme qui après avoir été tentée d'ailleurs par les ordres, finit par se marier et reste fidèle, elle quand même, à cette tradition. Elle est d'ailleurs le pont finalement entre la génération des enfants et celle des petits-enfants. Donc voilà, j'essaie quand même de pas faire de la sociologie à travers mon roman. J'essaie juste de montrer effectivement comment les choses peuvent se passer et comment de fait elles se passent souvent, puisque le point de départ de mon roman, qui est le fait que le vieux comte de Saint-Fiacre à un moment donné décide de brûler les archives familiales parce qu'il a le sentiment que finalement sa famille n'y croit plus, que ses enfants s'en moquent complètement. C'est une anecdote qui m'a été rapportée, une anecdote vécue, et qui est évidemment sur un plan presque métaphysiquement tragique, si vous voulez. Voilà. Vous mettez bien en parallèle donc les enfants d'un côté et le père de l'autre, le vieux comte. On a vraiment parfois l'impression que les enfants sont un peu des petits cons, j'ai envie de dire, adeptes de cette société marchande qui a fait son irruption dans les années 60, comme vous venez de le dire. Est-ce que cette société marchande, au fond, le vieux comte n'y voit que des défauts ? À la limite, il la juge pas. Enfin, il constate et il déplore ses effets. Mais il est pas là pour ça. Lui, c'est un ancien officier de carrière qui est revenu finalement dans le civil lorsque sa femme a été gravement malade et finalement elle est morte. Il déplore effectivement et il déplore et il comprend pas, si vous voulez. Il comprend pas lorsque ses enfants lui disent que ils veulent avoir la belle vie, alors que il a le sentiment, lui, que finalement, au fond, la vraie belle vie, c'est celle qu'on a chez soi, enracinée. Celle qu'on a dans le parc et pas à Ibiza avec la défonce et les putes. Voilà, exactement. C'est ça qui lui paraît, au fond, à la fois dérisoire, superficiel et vulgaire. Donc autant des tas de défauts qui sont pour lui impardonnables, si vous voulez. Vous le décrivez bien dans votre roman, Frédéric Rouvillois, cette envie de nomadisme des enfants et qui va même jusqu'à cette société marchande, l'incitation à la table rase et même à l'expatriation. Comment se fait-il que les nouvelles générations ne rêvent que d'aller travailler à Chicago, à Hong Kong, alors que leurs parents étaient heureux et ont fait foyer en France ? Là justement, c'est l'un des principaux personnages du roman, qui est donc le fils aîné du vieux comte, qui s'appelle Philippe, dont je raconte que il a été un enfant extrêmement choyé lorsque son père était absent pour cause de guerre, qu'ensuite il a été un militant d'Action française extrêmement virulent et important et convaincu, que en 68 il a complètement bifurqué vers le maoïsme, avec toute sa section d'Action française. C'est un cas là aussi qui est arrivé. Il y a eu des cas semblables dans l'histoire de l'Action française. Et après le maoïsme, il est évidemment extrêmement déçu. Et après ça, au fond, il croit plus à rien. Il croit plus à rien, il croit plus ni dans sa famille, ni dans la politique, ni dans la patrie, ni dans la France, ni quoi que ce soit. Grosso modo, si vous voulez, ce virage à 90 degrés qu'il a fait sur un plan politique, l'a conduit à une espèce de scepticisme absolu et donc à un cynisme total vis-à-vis de ça. Ce qui fait que dès qu'il peut, effectivement, au lieu de faire Saint-Cyr ou Naval comme la tradition familiale l'aurait poussé à le faire, il décide de faire une école de commerce et une fois qu'il sort de l'école de commerce, brillamment, il va s'installer à Hong Kong. Il coupe son nom, c'est-à-dire qu'il garde juste le patronyme. Il s'appelle, le nom complet, donc c'est Taillard de Saint-Fiacre. Il garde juste le nom de Taillard en expliquant que c'est trop compliqué. C'est plus facile pour les affaires. Il enlève sa chevalière qu'il remise dans un carton à chaussures. Et voilà, il vit une nouvelle vie qui est une vie exclusivement finalement conçue autour finalement du fric et du plaisir.
Mais cette idée de table rase, de déni du passé et de vouloir voir ailleurs absolument. Oui, mais là, si vous voulez, c'est un exemple absolument caractéristique, parce que non seulement il va voir ailleurs, et donc il s'installe à Hong Kong, à Singapour, et il passe ses vacances en Thaïlande, mais il renonce à appartenir à la France. Il renonce à son nom. À son nom de famille, puisque jusqu'alors tout le monde l'appelait Saint-Fiacre ou de Saint-Fiacre, et à partir de là, il n'utilise plus que le patronyme apparemment roturier de Taillard. Donc voilà. Il s'en prend même jusqu'à la structure de la famille, il s'en prend à lui, à sa famille. Pour lui, la famille, c'est une structure née du hasard visant à procréer, à permettre à chacun de s'autonomiser pour partir et ne plus revenir. Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, il reprend une espèce de discours qu'on entend malheureusement très souvent à l'heure actuelle, qui est également combiné avec une espèce d'approche vaguement anthropologique ou ethnologique qui nous explique que, au fond, la famille, c'est une espèce de structure archaïque qui remonte à une époque où les gens devaient se défendre en petits groupes contre d'autres petits groupes, et que dans le monde moderne, ça n'a plus évidemment aucun sens, puisque, au fond, ce monde moderne, il est fait exclusivement d'individus dont le destin normal est de s'autonomiser, ou pour utiliser un terme absolument central dans le progressisme, auquel Pierre-André Taguieff vient de consacrer un bouquin remarquable, de s'émanciper finalement. S'émanciper, c'est-à-dire au fond, voilà, être libre. Nous sommes tous des individus qui, certes, ont entre eux des rapports d'ordre génétique ou biologique, mais au fond, c'est tout. Et on ne doit rien à personne, notamment on ne doit rien ni à son père ni à sa mère. Le vieux comte se reproche également donc d'avoir mal élevé ses enfants, de ne pas avoir su leur donner le sens des valeurs. Comment, au fond, vous expliquez que ces enfants lui aient un petit peu échappé, que la pomme soit tombée si loin de l'arbre? Écoutez, mon roman s'appelle Les Fidèles, et au fond c'est un roman... Ça me faisait penser au Déraciné d'ailleurs, quelque part. Oui, enfin, il y a un peu dans de ça, oui. Dans l'esprit. Donc c'est au fond cette question, je m'interroge sur cette question de la fidélité à des principes, à une tradition, à des valeurs, fidélité qui est pleinement assumée par le comte, fidélité qui sera à nouveau assumée par les petits-enfants, mais qui est considérée par la génération intermédiaire comme vraiment une non-valeur finalement. Et la question que se pose... Qu'est-ce que c'est il y a quelque chose qui a infusé et qui a séparé les enfants du vieux comte. La question que se pose, le reproche qu'il se fait à lui-même, c'est finalement comment et pourquoi n'ai-je pas réussi à faire que eux aussi soient fidèles à cette tradition. Mais je pense que réflexion faite, et après écrit ce roman, mais aussi après y avoir réfléchi après, la fidélité, c'est pas quelque chose qui s'enseigne. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose que, on a ou on n'a pas. C'est pas parce que vous direz à vos enfants, il faut être fidèle à la tradition familiale, qu'ils seront fidèles, malheureusement. C'est plus compliqué que ça. Et on sait très bien, d'ailleurs, que ça peut produire une espèce de contre-coup, en quelque sorte. C'est-à-dire que, dire à ses enfants, soyez fidèles à cette tradition, risque aussi, et c'est un peu le cas, justement, dans cette famille, risque aussi de leur faire prendre le chemin strictement inverse. Donc voilà, c'est quelque chose qui c'est pas aussi simple que ça. Et quand vous disiez que l'arbre était tombé un peu loin du fruit, le fruit tombé un peu loin de l'arbre, on est en surréalisme, donc c'est possible. Malheureusement, ça arrive très souvent et je crois que c'est un enseignement que beaucoup de parents doivent méditer, je pense. On n'est pas entièrement responsable de l'endroit où le fruit va tomber. Pour votre vieux comte Frédéric Rouvillois, le progrès transforme notre vie en prison et ce monde en dépotoir. C'est l'avis de Frédéric Rouvillois ou du vieux comte un peu réactionnaire? De toute façon, il y a quand même beaucoup de choses qui rapprochent l'un et l'autre. Quand on écrit un roman, et notamment un premier roman, puisque c'est mon premier véritable roman,
C'est un peu autobiographique. Voilà, on se décrit un petit peu dans les traits du héros éventuellement qu'on met en scène. Donc c'est pas tout à fait, ça n'est pas que moi, et c'est plein d'autres gens que j'ai connus ou que j'ai rencontrés d'une manière diverse. Mais oui, il est aussi sceptique que moi sur ce fameux progrès dont on nous rabat les oreilles depuis maintenant 3 siècles, et dont on nous affirme qu'il va nous rendre tous meilleurs, heureux, et finalement presque comme des dieux, alors qu'en réalité, on s'aperçoit que, à beaucoup d'égards, il ne diffuse que de la tristesse, de la mélancolie, du désenchantement, de l'uniformité, de la grisaille. Même d'ailleurs d'un point de vue artistique, tous les films qui nous dépeignent le progrès, les films de science-fiction sur la futurologie, etc., promettent toujours des destins catastrophiques à l'humanité, une autodestruction, une bombe atomique destructive qui va détruire tout. Ça, justement, c'est précisément ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement, sur cette question de la dystopie et de la contre-utopie. Dans les dystopies, donc dans les utopies négatives, au moins il y a un espoir. Alors que dans les utopies elles-mêmes, où on décrit une espèce de paradis préformaté, il n'y a plus d'espoir. Et voilà, justement, c'est toute la question. Et c'est aussi finalement ce à quoi j'ai essayé de réfléchir dans ce roman, puisque finalement, voilà, un roman, c'est une autre manière d'écrire ce qu'on pense et ce qu'on croit. On va dire qu'à l'opposé de ce progrès que le vieux conte rejette, il y a cet idéal monarchique que le vieux conte poursuit, dont il parle à travers son récit. Vous évoquez les Camelots du roi, ces jeunes donc qui militaient pour l'Action française pendant l'entre-deux-guerres. Leur modèle, la monarchie absolue, antiparlementaire, décentralisée. Est-ce que vous pensez que la France pourrait être prête à un retour à ce régime monarchique ? Alors, évidemment, vous me prenez dans le sens du poil, mais d'abord, pour revenir à ce vieux conte, en fait, son père, le père de ce vieux conte, était Camelot du roi, avant effectivement d'entrer dans la résistance et de créer un mouvement de résistance. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens issus de l'Action française, et notamment des Camelots du roi, qui ont fait ça. Qui ont rejoint De Gaulle. Qui ont créé, comme c'est le cas en l'occurrence, des mouvements de résistance. Le plus célèbre, c'est le colonel Rémy, par exemple, mais il est très très loin d'être le seul, ou Honoré d'Estienne d'Orve. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Et donc, voilà, c'est pas du tout aberrant comme hypothèse. Le deuxième point, c'est que le conte, justement, de Saint-Fiacre, il se conçoit, et ça c'est très important, je pense, comme finalement un maillon d'une chaîne historique qui remonte dans le passé et dont l'objectif est d'aller le plus loin dans l'avenir. Et en tant que maillon, effectivement, il se souvient que, certes, son père était Camelot du roi, mais son grand-père était un responsable légitimiste, etc., etc. Et notamment que depuis la Révolution, les Saint-Fiacres, avec d'ailleurs leurs amis, avec leurs paysans, avec leurs serviteurs, etc., se sont toujours battus contre la République, la gueuse. Contre la République, ou en tout cas contre voilà, ces formes-là. C'est-à-dire, ils se sont battus contre la République, contre la Convention et la Terreur en 93, contre la monarchie de Juillet en 1830, contre les Prussiens en 1870, contre les Allemands sous l'occupation, contre la République radicale au moment des inventaires et de la séparation de l'Église et de l'État. Bref, il y a une espèce effectivement une longue tradition, une vraie continuité finalement, qui semble être rompue justement avec la nouvelle génération, qui au fond ne croit ni en Dieu ni en diable, éventuellement peut-être en Emmanuel Macron, mais on sent que la génération d'après, les petits-enfants, sont tout près d'y croire à nouveau, et que les choses peuvent se recoudre, là encore, que la continuité, voilà, que c'est pas parce qu'un maillon finalement a été fragile que la continuité est irrémédiablement brisée, puisque finalement les maillons suivants peuvent éventuellement retrouver cette fidélité. De Gaulle, vous en parlez à un moment dans votre ouvrage, il en prend un petit peu pour son grade. J'en profite d'ailleurs pour dire à nos téléspectateurs que vous publiez cet autre ouvrage,
un ouvrage plus politique, un ouvrage sur le droit, la Révolution de 1958, donc référence à l'année où a été écrite la Ve République de Gaulle, écrite par Michel Debré, qui sera ensuite le premier Premier ministre de la Ve République. La Révolution de 58, donc c'est le mot de Michel Debré, cette révolution. Avec le recul, est-ce qu'on peut toujours parler d'une révolution alors qu'au fond, nous sommes restés en République? Nous sommes passés que de la 4e à la 5e. Oui, mais bon... qu'est-ce qu'il a de révolutionnaire? On parlait à l'instant de la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet reste une monarchie, malgré l'une des révolutions les plus caractéristiques du XIXe siècle, qui est les Trois Glorieuses, la révolution de 1830. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a des ressemblances apparentes qu'il n'y a pas eu de révolution. Et il y a une révolution malgré tout parce que au fond la façon de concevoir le pouvoir, la façon d'organiser le pouvoir n'est malgré tout plus du tout la même. Alors De Gaulle, effectivement, je le fais intervenir un petit peu avec une scène un peu imaginaire où il rencontre le père du comte de Saint-Fiacre. Le général à l'époque où le général qu'on appelle qui est encore colonel Motors, qu'on appelle le colonel Motors est encore incontestablement du côté finalement monarchiste. Parce qu'il voulait motoriser l'armée française. Absolument, tout à fait. Et à l'époque, donc, il est plus ou moins secrètement lié à l'Action française. Donc, notamment via un groupe qui s'appelle le Cercle Fustel de Coulanges, qui réunit des intellectuels proches de l'Action française et dans le cadre duquel il va faire un certain nombre de conférences. Bien. Et donc, De Gaulle, si vous voulez, De Gaulle, au moins jusqu'en 1940, autrement dit, il est né en 90 jusqu'à l'âge de 50 ans, il est très clairement monarchiste, incontestablement. Est-ce qu'à 50 ans, on change d'avis complètement ? À 55 ans, je peux vous dire qu'a priori, ça me paraît pas probable. Je me vois mal devenir subitement progressiste, républicain, macronien, etc. Donc voilà, je pense qu'à 50 ans, c'est trop tard pour changer vraiment. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que De Gaulle, lorsque il quitte le pouvoir en 46 parce qu'il a l'impression qu'il peut plus rien faire, qu'il est finalement coincé dans le système républicain, le régime d'assemblée, finalement inspiré de la Troisième, quelque part. Un peu à cause de lui, il a s'en mordre les doigts et il recommencera plus les mêmes erreurs après. Mais en 58, effectivement, ce qu'il veut faire, c'est changer complètement la donne. Changer complètement la donne et établir ce qu'il a appelé auparavant, ce qu'il continuera d'appeler notamment dans aussi bien dans des textes, dans des interventions publiques que dans des textes privés, des correspondances par exemple avec son fils, l'amiral de Gaulle, ce qu'il appelle la monarchie républicaine. Et donc voilà, ce monarchiste qui a servi la République et qui ensuite a rétabli la République donc après la libération, puis une nouvelle République après la faillite de la 4e République en 58, voilà, il a quand même construit quelque chose qui n'est pas la République ordinaire, qui est une République qui est en décalage, en rupture même totale avec ce qu'on appelle habituellement la tradition républicaine, qui est une tradition notamment de primauté absolue du Parlement et de quasi-négation du chef de l'État, qui est tout simplement parce que le chef de l'État apparaît comme un reliquat ou comme un souvenir de la monarchie. Et donc voilà, De Gaulle a établi quelque chose qui certes n'est pas parfait, et qui au bout de 60 ans, on comprend bien que ça l'est pas du tout, mais néanmoins c'est quelque chose qui, pour un monarchiste, comme les personnages de mon roman ou comme votre serviteur, apparaît comme quelque chose de moins insatisfaisant que le schéma républicain antérieur. Voilà. Frédéric Rouvillois, c'est donc Les Fidèles, votre premier roman, édité chez Pierre-Guillaume de Roux, 200 pages environ. C'est un beau premier roman. Votre deuxième ouvrage, le voici, La Révolution de 58, sous la direction de Frédéric Rouvillois, c'est aux éditions du Cerf Patrimoine. Merci Frédéric Rouvillois d'être venu sur notre plateau.